Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle preview un petit peu spéciale aujourd'hui puisque nous n'allons pas parler d'un groupe avec des spécialistes pour chaque pays, mais nous allons nous focaliser aujourd'hui sur la dernière équipe qui n'a pas été abordée, évidemment l'équipe de France, nos chers bleus qui vont entamer cet Euro avec un groupe plutôt homogène dont on va évidemment parler. Mais avant de se lancer sur cette preview dédiée à nos bleus, je vous présente évidemment mes fidèles acolytes de la première heure. Alexandre Benyaya. Alex, comment tu vas? Bah bien, plutôt bien. Content d'être là, content d'être avec vous. On se rapproche de la quotidienne, on se rapproche de la cité fertile. En cette veille de début et de lancement de cet Euro 2024 en Allemagne, quoi de mieux que parler de l'équipe de France? Et évidemment, vous ne l'avez pas encore entendu, mais il est là. Le patron, le taulier d'Onziamar, le taulier de cette émission. Valentin, comment tu vas? Écoute, ça va très bien, Flo, et ça me fait très plaisir de parler de cette équipe de France qui incarne d'autant plus une certaine diversité. Et en cette période trouble de l'histoire politique française, je trouve ça pas mal de parler de gens qui cassent un petit peu les couilles au Front National. Donc je suis très heureux de cette preview. Attention, parce que peut-être que d'ici demain et le début de l'Euro, Didier Deschamps balancera une grande dissolution de son Oui, groupe. c'est vrai. Et nous nous retrouvons avec Zinedine Zidane, sélectionneur, le 17 pour le lancement de la compétition des Bleus face à l'Autriche. Oh mais les gars, attends, je viens de capter là. Je suis en face des deux mecs qui sont passés dans l'after. Ah, extrêmement Ouais, classe. ouais. Les jeudis le jeudi se suivent et ne se ressemblent pas. Quelle émotion. Petit coup de pub pour notre passage dans l'after la semaine dernière. Si vous voulez aller écouter ça, il est disponible sur les plateformes. Vous pouvez le retrouver un petit peu partout. Bien évidemment, on en profite pour remercier les équipes de l'After Foot, Jérôme Thomas, Daniel Riolo, Gilbert Bribois, Flo Gautreau, mais aussi les patrons, et notamment Thibaut Leplat de la revue de l'After, avec qui nous sommes évidemment en partenariat tout au long de l'année, notamment grâce au COMEX. Messieurs, je vous propose de nous plonger après cette petite auto-suçage et auto-promo dans cette preview de l'équipe de France. Et qu'on attaque directement ça par la liste des joueurs. On a un groupe assez élargi puisqu'on le sait maintenant, les sélections sont bien plus larges sur les grandes compétitions et notamment sur l'Euro. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose qui vous a un petit peu choqué? Val, je t'interdis de parler d'Alexandre Lacazette, par contre, sur cette liste de l'équipe de France. À partir du moment en fait où on a su que il y avait une possibilité de proposer des listes à plus que 23 joueurs, donc jusqu'à 26, on pouvait s'attendre éventuellement à quelques petites surprises et en fait on les a eues, même si elles sont pas extrêmement surprenantes parce que bon, la première c'est peut-être la présence de Bradley Barcola, qui fait une bonne saison au PSG et qui mérite tout à fait sa place en équipe de France. On aurait pu éventuellement avoir Moussa Diaby à la place de Bradley Barcola, mais ce choix-là est légitime. Et puis l'autre surprise, c'était le retour de N'Golo Kanté, sur lequel il y a quelques interrogations, mais après je pense que c'est extrêmement compréhensible quand on connaît le rapport de Deschamps avec N'Golo et puis le besoin aussi qu'il y a au milieu de terrain d'avoir des joueurs capables d'avoir ce rôle de leader aussi, pas forcément technique, mais de leader dans le groupe, je veux dire, ce qui manque peut-être un petit peu encore aujourd'hui à cette équipe. Et moi, je suis surpris juste qu'il n'ait pas pris un 9e défenseur. C'est assez surprenant, d'autant plus que finalement, il n'y a que 3 défenseurs centraux de métier, dans le sens où je ne considère pas forcément Benjamin Pavard comme un défenseur central, mais plutôt comme un... Enfin, il peut jouer défenseur central, mais plutôt dans une défense à 3. Moi, je ne le vois pas jouer dans un système à 2 défenseurs, et je pense que Deschamps ne remettra pas en place ce système à 3. Rappelons qu'il manque un joueur dans cette liste. Enfin, il manque un joueur. Là, on est sur une liste de 25 et non de Oui, 26 pas de pour 26. pour C'est pour ça, l'équipe de France. et c'est pour ça que j'ai été surpris qu'il n'aille pas chercher un 9e défenseur, qui aurait pu être Todibo, par exemple, qui est un joueur qui a fait quand même une bonne saison aussi. Ou Loukeba. Ou Loukeba, ouais, bien sûr. Oui, surtout qu'il y a un manque de gaucher dans ces défenseurs centraux. À voir après si effectivement il y a un impact sur la liste potentielle des Jeux Olympiques, notamment pour Loukeba en Ouais, l'occurrence. bien sûr. C'est pour ça que Todibo aurait pu en être dans cette équipe. Mais voilà, c'est la petite surprise peut-être qu'il n'en est pas une en vrai. Mais sinon, non, sur cette liste, on est habitué. Alex, un petit retour toi sur cette liste, un joueur qui... Ouais, peut-être répondre à Val déjà pour expliquer ça, c'est que Deschamps il fait rarement rentrer des inconnus dans la liste avant la compète, quoi. Il est toujours esprit de groupe et tout. Pour revenir, moi ce qui m'a le plus surpris évidemment c'est N'Golo Kanté avec cette question de on a vu les mecs de l'Arabie Saoudite à la CAN, on a vu ce que ça a donné, Sadio Mané, Mahrez et d'autres, et donc ce point d'interrogation question que j'ai posée d'ailleurs dans ma chronique, vous entendrez ça tout à l'heure, de savoir dans quel état de forme il arrive, parce que
même si quand t'es machine de guerre, quand t'es 20 km par match, quand t'es inépuisable, bah, il revient quand même de pas mal de blessures. Moi, j'ai pas du tout suivi ce qu'il a fait dans le championnat saoudien parce que je me contrefous de ce championnat. Mais ce qu'on sait juste en ayant regardé des bouts de match, c'est qu'on n'est pas sur un rythme de dingo. Donc, faut voir comment le corps va réagir à l'effort et au stress, à la pression de la compétition. Mais bon, il a quand même, par sa présence, déjà rassuré tout le monde. S'il y a bien un truc qui ressort des conférences de presse, c'est que au-delà de Deschamps, tout le monde est hyper content de le retrouver dans le groupe. Tout le monde est dithyrambique sur ses qualités. Donc bon, ça devrait bien se passer pour lui, hein. Je pense qu'effectivement, au-delà de ce qu'il pourrait apporter sur le terrain, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais son apport dans le groupe et sa science du travail, notamment son humilité et sa science du travail vont, je pense, apporter. Ouais, il est assez exemplaire. Ouais. Ouais, vont beaucoup apporter à ce groupe. Finalement, il y a une ossature. On a vu déjà en 2022 avec le mondial au Qatar, je pense, un changement d'effectif avec une nouvelle génération qui a vraiment pris le pouvoir. Mine de rien, on se retrouve quand même 6 ans après avec un corps 7 internationaux qui étaient de la Coupe du Monde 2018. Donc qui a gagné en 2018 et Kanté est le 7e. Il y a le cas Adrien Rabiot qui aurait pu être le 9e s'il avait peut-être décidé de ne pas bouder à ce moment-là. Mais Enfin, il a mine de rien, boudé parce qu'il n'était pas sélectionné. Ouais, On réserviste, rappelle l'histoire. il était réserviste. oui. Sait-on jamais. Mais en tout cas, il y a quand même cette ossature encore là, qui est encore là, de joueurs solides de 2018. Et je me demande si c'est pas un petit peu ce qui a fait défaut en 2022, parce que même s'il y avait des joueurs qui étaient là, on a vu beaucoup de blessés avant la compétition, avant et pendant, du coup, ça serait mieux dans cet ordre-là. Et je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez, si le retour de Kanté, c'est aussi savoir gagner avec les joueurs importants qui étaient là en 2018, à part la défense centrale et Lloris, sont encore là. Déjà, il faut se poser la question, et je pense qu'on a eu des petites réponses avec les matchs amicaux, c'est que Kanté va partir comme titulaire. Vous Ouais. me contredisez si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est l'impression qu'on a. Il joue des 60 minutes, après un peu plus longtemps, donc on a l'impression qu'il est dans un vrai cycle pour lui faire débuter la compétition. Moi, il y a cette incertitude. Évidemment, tu as raison sur le côté le charismatique par le travail, enfin le leader par le travail. Mais au-delà de ça, et je pense qu'on va y arriver après, moi, c'est beaucoup plus la défense centrale qui m'inquiète que le milieu de terrain, où en fait, la structure, c'est un peu toujours la même, quoi. Tu as deux costauds et Griezmann en créatif. Donc, moi, je serais plus préoccupé par cette défense centrale que par l'apport de Kanté, qui, je pense, va s'intégrer assez bien dans le collectif. Ouais, effectivement, sur Kanté, c'est le côté très surprenant, au-delà du fait qu'il soit présent dans la liste, c'est qu'il soit vraisemblablement titulaire. On l'a vu sur les matchs amicaux. Au passage, on a eu 2 matchs amicaux qui étaient catastrophiques face à des équipes d'une faiblesse, je vais pas dire abyssale, mais quand même très mesurée en tout cas. Donc évidemment le Luxembourg avec cette victoire 3-1, 3-0, 3-0, ouais. 3-0, mais qui s'est dessiné en fin de match et qui a été vraiment poussive. Et ce match nul assez cata dimanche dernier face au Canada, qui est quand même si c'est une nation qui joue au foot, on a même eu l'impression parfois que le Canada maîtrisait plus son sujet tactiquement et techniquement que l'équipe de France, en tout cas en termes d'envie. Évidemment, les enseignements seront compliqués. On se souvient qu'en 2022, la Coupe du Monde au Qatar en hiver, on n'avait pas eu de match amicaux. On avait pourtant été en finale. Pour rappel, en 2021, l'Euro, c'était 2 victoires face à la Bulgarie et au Pays de Galles, assez satisfaisantes. Et en 2018, on avait eu, donc avant la victoire au Mondial, 2 victoires face à l'Italie et à l'Irlande et un match nul face aux États-Unis. Pour autant, messieurs, on a vu des matchs amicaux où on ne tire strictement aucun enseignement tactique, ce qu'on a à peu près l'habitude avec Deschamps. Si ce n'est voilà, cette place de N'Golo Kanté. Est-ce que vous avez, vous, des choses que vous avez vues qui vous interpellent sur ces 2 matchs amicaux? Absolument pas. Je ne tirais aucune conclusion tactique de ces 2 matchs-là. C'est des matchs qui sont faits pour, réathlétiser et redynamiser les machines que sont les corps des joueurs, après une saison qui a encore une fois été assez éprouvante. Hem, je pense pas qu'il faille tirer de conclusion, et d'ailleurs, je pense que la vérité des tactiques de ce qu'on verra pendant les matchs de poule ne sera pas la vérité des phases finales, s'il y a phase finale évidemment. Mais voilà, même les phases de poule sont souvent des périodes de fin de préparation physique, sur lesquelles on peut avoir des matchs qui sont souvent un petit peu chiants. Et c'est d'ailleurs la difficulté de ce truc-là, c'est de réussir à être en forme pour les quarts de finale, tout en réussissant à se qualifier sur les phases de poule. Mais ouais, la dynamique de manière générale est paradoxale en fait pour cette équipe de France. Il y a eu cette phase de poule pour les qualifications pour l'Euro qui a été
plutôt bonne. L'équipe de France a marqué 29 buts et on a concédé seulement 3, dont 2 pendant le dernier match. Alors, il y a évidemment ce 14-0 contre Gibraltar qui aide un petit peu dans les Léger. stats. Ouais. Mais elle a été plutôt bonne. On n'a pas eu de gros soucis pour se qualifier. On a été battre le principal concurrent qui est les Pays-Bas 2 fois de suite. Enfin, 2 fois, que ce soit là-bas ou en France. Donc cette phase de qualification était assez satisfaisante, mais d'un autre côté, il y a eu ces 2 matchs amicaux en mars qui pour le coup ont été plutôt inquiétants avec face à une Allemagne qui a été, enfin pour le coup bien meilleure que l'équipe de France, alors qu'on sait que l'Allemagne est plutôt dans une phase de reconstruction, alors que la France normalement a ses certitudes. Il y a un match très poussif aussi contre le Chili qu'on a gagné 3-2. Ouais, avec les victoires à l'arraché, ouais. Ouais. Donc je sais pas trop. Moi, cette équipe de France dépend aussi évidemment de la forme de ses joueurs. C'est évidemment une banalité de dire ça, mais voilà, la dynamique aussi pour certains joueurs est un petit peu compliquée. Donc c'est pour ça que le travail de Deschamps pendant ces 15 jours de préparation là, je pense, va être assez décisif en tout cas pour cette phase de poule qui arrive. Alex, sur cette dynamique? Ouais, bah, qu'est-ce qu'il y a de plus chiant dans le foot qu'un match amical de l'équipe de France? Non, mais franchement, moi, je vous dis, j'ai arrêté de regarder les matchs amicaux de l'équipe de France, hein, parce que. Il y a la gestion de Vincent Labrune, la gestion de la Fédé par Vincent Labrune, c'est assez chiant aussi. Mais ça, c'est comique. Non, c'est divertissant. Oui, voilà. C'est un dîner-spectacle. Ouais, voilà, c'est ça. Avec rebondissement. Voir un dîner de con. Voir un dîner de con. Rien de chiant. Alors c'est chiant, mais c'est chiant d'une autre façon. C'est chiant pour les clubs peut-être, mais je pense à Auxerre qui doit budgéter un budget pour la saison prochaine, ça va être très compliqué. C'est chiant pour les clubs, mais comme ils ont tous mangé dans sa main, c'est un peu bien fait pour eux aussi. Mais bon, revenons à l'équipe de France. En fait, à chaque avant compétition, c'est tout le temps la même chose. Hein. On sait que Deschamps va rattraper son groupe, qu'il va les mettre dans un esprit warrior, focus combat, esprit d'équipe et bonne entente. Là, en plus, alors qu'à la Coupe du Monde au Qatar, il avait innové avec l'intégration de Benzema. Là, il retrouve avec Kanté un groupe qui maîtrise de A à Z, où il sait qu'il n'y aura pas de débordement. Ses seuls points de gestion, ça va être, comme tu l'as dit, Val, de remettre Mbappé dans un état de forme qui va servir l'équipe. Et en fait, c'est toujours pareil avant les compètes, et même pour toutes les, j'ai l'impression pour toutes les sélections, il y a un avant et un pendant une fois que la compétition démarre pour voir vraiment ce que vaut l'équipe, comment elle va jouer, ce qu'elle va proposer. Complètement aligné avec ça. Et justement, puisqu'on n'a absolument rien vu sur ces 2 matchs amicaux et même sur les derniers rassemblements, et notamment tactiquement, on vous propose une chronique que tu as fait, Valentin, avec Yacine Amned, que vous connaissez notamment, spécialiste tactique et coach, notamment pour ceux qui écoutent Paris United, et qui nous a fait une chronique sur les enjeux tactiques, Valentin, de cette équipe de France et ce qui nous attend d'un point de vue du jeu. Ouais, justement, Yacine qui s'est focalisé sur 3 gros points: la défense centrale, le milieu de terrain avec le retour de N'Golo Kanté et le choix qui se portera sur le numéro 9 qui impactera probablement l'animation tactique de l'équipe de France. Mais du coup, on vous laisse écouter ça et déguster ça. Du coup, on s'est dit qu'on allait parler un petit peu de terrain et justement tactique, l'approche tactique. On va décrypter un petit peu le jeu de cette équipe de France. On va procéder dans l'ordre. On va commencer par la défense. Quels sont les enjeux selon toi, Yacine, pour cette animation défensive qu'on a vu un petit peu variable au cours des matchs dernièrement? Je crois que l'enjeu, c'est la France a la chance, entre guillemets, d'avoir 2 latéraux plutôt offensifs en la personne de Klose et Hernandez. Le truc, c'est de se dire, est-ce que Didier Deschamps va oser faire jouer les 2 en même temps, quand on connaît son goût pour l'animation défensive et la rigueur? Moi, je pense pas. Je pense qu'en fait, il y en aura toujours un des 2. On l'a vu contre le Luxembourg. Même Klose a même joué à gauche, d'ailleurs. Je pense qu'il y aura plutôt 3 défenseurs centraux. En gros, on peut imaginer Saliba, Konaté, Pavard, et puis le 4e, ce sera ou Klose ou Hernandez, et je pense qu'Hernandez part avec un temps d'avance. Tu sors Koundé de cette rotation? Je sais pas, en fait, je pense que ça dépendra aussi moi, ça dépendra des matchs. Il y a Koundé qui a la possibilité, il l'a fait souvent, il le fait d'ailleurs en équipe de France, il joue pratiquement qu'à droite. Ouais. Voilà, il y a Pavard qui revient bien, qui a fait une belle saison aussi. Je
pense que ça va se jouer, oui, entre les deux. Après, on sait que Didier Deschamps, il est quand même attaché un peu à ses équipes type, entre guillemets. C'est vrai que c'est Koundé qui a plutôt joué les derniers mois. Oui, lui aussi, je pense qu'il part avec un temps d'avance, mais la saison de Pavard, elle peut faire basculer la chose. Et on sait aussi que, en général, on l'a vu souvent avec Didier Deschamps, il y a une équipe qui se dessine en phase de poule et une équipe qui se dessine quand tu passes après. Donc, ça peut être un démarrer avec l'un et finir avec l'autre. Voilà, ça peut beaucoup changer entre les deux parties de la phase de groupe et des phases d'élimination directe. Est-ce que justement cette potentielle asymétrie qu'il y aurait, alors principalement peut-être sur le côté à gauche avec Théo Hernandez qui est probablement le joueur le plus offensif, en tout cas sur la zone défensive qu'on a, Ouais. justement cette asymétrie pourrait être compensée par le fameux retour de N'Golo Kanté? Oui, clairement, parce que c'est malgré tout le joueur qui a le plus d'activité, qui a la meilleure lecture du jeu, qui est capable de compenser un peu tous ses déplacements. Camavinga aussi peut le faire parce qu'en plus à gauche, il l'a fait aussi avec le Real, il a même joué latéral parfois. Donc il peut venir compenser aussi les montées de Théo Hernandez. Donc il y a deux joueurs susceptibles, mais effectivement, on va y venir après avec le milieu de terrain, mais N'Golo Kanté semble celui qui a la faculté à pouvoir couvrir les deux côtés, suivant où ça monte. Donc peut-être le profil le plus adapté à ce qui se passe en ce moment. Et justement sur ce milieu de terrain, l'animation, alors défensivement, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent venir compenser à gauche, à droite et aussi instaurer une certaine forme de pressing, mais en termes de créativité, encore une fois, on a l'impression que tout va reposer un petit peu sur Antoine Griezmann qui va faire le lien entre cette ligne du milieu de terrain et cette ligne offensive. Moi, je pense clairement que ça va être ça. On voit maintenant que Griezmann est ce troisième milieu depuis un certain temps. De par sa qualité, effectivement, de passe et de créativité, mais aussi par sa générosité dans l'effort. C'est un joueur technique, mais c'est un joueur qui aime aussi courir, combattre, tacler. Donc, ça fait ce troisième milieu qui est capable aussi de défendre. Après, je pense que oui, la créativité, de toute façon, reposera sur lui parce que, bon, Kanté connaît son rôle, mais après, Camavinga peut amener un côté élimination avec le ballon, balle au pied. Maintenant, c'est pas non plus un créatif vraiment. Il peut l'amener par séquence, mais pas sur la durée d'un match. Après, on sait que de toute façon, Didier Deschamps, il est attaché à cette assise défensive et les autres profils sont plus des profils capables d'avoir une bonne qualité de passe. On pense à Tchouaméni, on pense à Zaïre Emery aussi, capable de percuter, mais pas des vrais créatifs, pas des milieux qui sont capables qui seraient capables de compenser en fait le manque de créativité ou peut-être la mise sous pression d'un Griezmann parce que les équipes savent que tout va partir de là et si une équipe met en place quelque chose pour bloquer Griezmann, on voit pas beaucoup de joueurs capables de prendre le relais en fait. Ouais, c'est j'en discutais aussi avec Najim Medini sur l'Angleterre justement, et qui me disait que l'absence de Rice pourrait être préjudiciable pour les Anglais. C'est un petit peu pareil aujourd'hui avec Antoine Griezmann. Et justement sur cette créativité offensive, il y a une question qui va se poser aussi, ça va être sur quel numéro 9? On sait que Marcus Thuram a fait une grosse saison, que Olivier Giroud arrive peut-être encore un peu en bout de course, mais qu'il est toujours aussi décisif avec l'équipe de France. Qu'est-ce que tu imagines, toi? Je pense que j'aurais imaginé Giroud. Je pense que malheureusement, à son âge, il est peut-être pas capable non plus de répéter 7 matchs si tu vas au bout de cette intensité-là. Maintenant, je pense qu'il est capable de débuter et de pas faire le match entier. Il est capable aussi d'entrer en cours de jeu suivant la physionomie du match. Maintenant, je pense que pour moi, c'est pas lui qui va démarrer. Maintenant, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a deux autres possibilités, c'est Kolo Muani et c'est Marcus Thuram. Marcus Thuram a fait une belle saison avec l'Inter. Maintenant, c'est pas un numéro 9 profil Giroud et seul, tu veux dire. Seul. Voilà, c'est un joueur qui a joué avec Lautaro Martinez. Alors, ils ont alterné tous les deux, mais il n'a pas fait que être numéro 9. Il a aussi décroché, il a aussi pris les espaces. C'est une question d'animation. Le problème, entre guillemets, si on peut appeler ça un problème, c'est que c'est la position d'Mbappé, en fait, qui bloque un peu tout parce que lui, il est exclusivement sur son côté gauche. On aurait pu, à la limite, imaginer un Marcus Thuram avec deux autres attaquants, peut-être Dembélé et Mbappé, mais avec une flexibilité de déplacement et peut-être des positions qui changeraient
au fur et à mesure au gré du match. Avec Mbappé qui est plutôt exclusivement côté gauche, les possibilités de varier sont limitées. Donc, je pense que Marcus Thuram part avec un temps d'avance sur Kolo Muani, parce que je pense que dans l'esprit de Deschamps, Kolo Muani, déjà, c'est plus un joueur de côté, et c'est pas un vrai numéro 9. Après, ce sera aussi, il peut y avoir très bien une surprise, ça veut dire que suivant les prestations de chacun, peut-être que Mbappé peut se retrouver à un moment donné un peu plus axial, parce que quand on voit les entrées en jeu de Barcola, ça peut être aussi une animation différente et une surprise pour les adversaires, de mettre Mbappé dans l'axe. Alors, je pense pas que ça démarrera comme ça, mais peut-être qu'en cours de match, ça peut être quelque chose qui se passe. Mbappé qui passerait axial, Barcola à gauche, Dembélé à droite. Voilà, ce qui est sûr, c'est que la France a quand même beaucoup de possibilités devant, avec même dans le positionnement, à part Giroud qui est un 9 exclusif, tous les autres sont capables en fait de jouer à d'autres postes. Peut-être un peu moins Dembélé, même si on l'a vu avec le PSG jouer dans l'axe. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on a vraiment l'impression que tous les attaquants dépendent encore plus du rôle d'Antoine Griezmann, qui est vraiment ce liant-là et ce joueur qui peut tourner autour des autres. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais vraiment, j'ai l'impression qu'Antoine Griezmann est vraiment cette pierre angulaire et on se demande qu'est-ce qui peut se passer si lui est muselé ou si lui est amené à être blessé, par exemple. Exactement, et je pense que c'est ça aussi qui va être intéressant de voir, parce que les autres sont plutôt des détonateurs. On va penser à Dembélé, mais ils sont pas capables d'occuper le rôle d'Antoine Griezmann. Donc effectivement, si Antoine Griezmann venait à manquer pour quelque raison que ce soit, une suspension, une blessure ou quoi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient dans la tête de Didier Deschamps, dans son animation, parce qu'on va se retrouver après avec 3 joueurs au milieu beaucoup plus travailleurs, et peut-être qu'il faudra laisser le ballon à l'adversaire et partir de plus bas. Peut-être que il y a plein de possibilités. La dernière chose, c'est aussi, malgré tout, on est obligé de penser aux adversaires, et les adversaires savent que la France est plutôt en difficulté quand elle a le ballon et quand les blocs sont bas, et les adversaires vont pas ouvrir d'espace aux Français, hein. Donc la vraie clé de cette équipe, c'est clairement Antoine Griezmann, et c'est pas faire offense à Mbappé, parce que si les ballons noirs n'arrivent pas à Mbappé, de toute façon, toi, Mbappé qu'il est, il pourra rien faire. Donc la vraie clé de cette animation, quand on connaît l'attachement de Didier Deschamps à l'assise défensive, c'est clairement Antoine Griezmann. C'est lui qui va pouvoir alimenter les attaquants. Donc c'est lui la clé de l'équipe de France. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. Et surtout quand on voit les adversaires de l'équipe de France, typiquement l'Autriche et la Pologne, alors particulièrement la Pologne qu'on a souvent connue avec des blocs assez bas, et l'Autriche, alors peut-être avec Rangnick cette année, des blocs un petit peu plus médians. C'est vrai qu'on peut s'attendre éventuellement à avoir des matchs de poule pas forcément très emballants, si je peux Ouais, me permettre. Bon, merci beaucoup Nassine pour cette petite avec plaisir. revue tactique. Ça fait plaisir une fois de temps en temps de parler un petit peu de terrain. Merci à toi. Merci à Yacine Amned pour cette chronique tactique, et notamment ces 3 axes. Il en a parlé sur la défense au milieu de terrain, et notamment aussi ce rôle de numéro 9. On en parlait. On a notamment devant et au milieu cette grosse ossature de 2018. Messieurs, est-ce que vous avez un point tactique que vous avez écouté ou que vous voulez aborder qui n'a pas forcément été abordé par Yacine Amned? Bah ouais, c'était hyper intéressant. Après, moi, il y a un axe qui m'inquiète en fait, et qui me fait poser beaucoup de questions, même si on l'a dit, Deschamps est très fort pour mettre les joueurs dans d'excellentes conditions. C'est que là où pendant des années, on s'est dit, et c'est toujours le cas hein, fondamentalement, c'est juste que la dynamique est pas bonne comme on l'a dit, mais pendant des années, on a loué nos défenseurs centraux. Val l'a dit, là, on se retrouve avec seulement Konaté, Saliba ou Upamecano. Donc 2 joueurs, si on enlève Saliba, qui ont très peu joué cette année. Konaté qui de son côté a enchaîné les blessures, et Upamecano qui a été tricard sur le banc du Bayern. Et particulièrement en fin de saison pour les deux. En plus, donc ils arrivent vraiment sans dynamique, quoi. C'est vraiment le mot, hein, parce que là, on a aussi besoin de compter sur des sensations, sur le mental, le moral de la fin de saison. Il y a Koundé qui est là, mais on sait que Deschamps le fera jamais jouer en charnière centrale, sauf s'il y a les 3 autres qui sont pétés. Donc je suis quand même assez curieux, et notamment d'entendre Val là-dessus, sur
sur les incertitudes de cette charnière et déjà sur quelle charnière on va se diriger parce que Saliba, on sait aussi qu'il est jamais trop rentré dans le cœur de Deschamps, qu'il a l'air un peu paumé sur le terrain parce que en fait le style de jeu lui convient pas. Donc voilà, moi mon inquiétude elle réside là-dessus. Ouais, ce qui est paradoxal, c'est que je pense que Saliba, qui est aujourd'hui le meilleur défenseur central français, en tout cas cette saison, ne commencera pas. Je pense qu'il va perdurer avec sa charnière Upamecano Konaté qui a été celle qui a été le plus testée, mais je crois qu'il y a eu beaucoup, enfin le plus testé. Je dis ça, mais je crois qu'ils ont joué que deux matchs ensemble depuis la Coupe du Monde. Je crois qu'il y a eu 12 matchs depuis la Coupe du Monde et il y a eu 10 charnières centrales différentes, ce qui prouve aussi l'instabilité qu'il y a dans cette équipe. Mais je pense il va continuer avec Upamecano Konaté, ce qui est dommage parce que William Saliba a, je trouve, une qualité de passe et de relance qui est peut-être la plus intéressante de ces joueurs-là. Même si Upamecano c'est quand même du très très haut niveau aussi sur cette question-là. Mais justement, je trouve qu'on a peut-être un axe de progression sur la qualité de relance de notre base arrière. Je m'explique, c'est-à-dire qu'avant on avait Raphaël Varane qui était quand même pas le joueur avec la qualité de relance La plus évidente, non? plus évidente, ouais. Et Hugo Lloris aussi, et on se retrouve désormais avec Mike Maignan et une doublette potentiellement Saliba ou Upamecano et même Konaté qui a quand même pas mal de qualité dans ce domaine-là, qui sont des vrais relanceurs, et surtout avec Mike Maignan cette capacité de relancer à la fois court, à la fois mi-long et à la fois très loin aussi, ce qui offre une très grande diversité de possibilités pour les relances. Donc moi je suis assez curieux de voir si Deschamps va s'aligner en fonction des joueurs qu'il a aussi. On sait qu'il y avait beaucoup moins de prise de risque avant, notamment dû au fait que Lloris et Varane n'avaient pas forcément ces capacités-là pour jouer plus court. Là, on a des joueurs qui sont assez intéressants et je m'interroge de voir s'il va rester sur ses habitudes ou s'il va innover un petit peu sur ce domaine-là. Exactement, et Konaté qui en plus a une faculté aussi à pouvoir porter le ballon, balle au pied et pas uniquement et casser la première ligne par la course et pas forcément par la passe. Et d'ailleurs, ce que je dis, en fait, se complète, enfin, va dans le sens aussi des milieux de terrain qui sont pas forcément des milieux de terrain. En tout cas, je parle pas de Griezmann, mais de la doublette qui accompagnera Griezmann, qui sera probablement Tchouaméni, Kanté ou Kanté Camavinga si Tchouaméni ne retrouve pas son niveau. Mais Kanté et Camavinga sont plutôt des joueurs, des franchisseurs de ligne, plutôt que des joueurs qui vont casser les lignes par la par la passe, passe. ouais. C'est des joueurs qui ont tendance à porter un peu le ballon et à casser les lignes avec, justement en portant le ballon. Ce qui est pas forcément du coup complémentaire avec cette défense centrale. Donc à voir comment tout ça s'organise, mais je pense que c'est des animations qu'il faudra observer de près et qui pourront être intéressantes pour l'équipe de France. Bien sûr, et on a évoqué la charnière centrale, mais on a évidemment, même si le poste de latéral gauche avec Théo Hernandez semble quand même bien en place, on a évidemment un énorme doute aussi sur le titulaire, dans le couloir droit, où il semblerait que Koundé, défenseur central de formation, mais qui joue aussi latéral droit au Barça, soit la piste privilégiée. Mais on a toujours la certitude ou non, mais d'un Benjamin Pavard sur le côté. Et il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de bruits qui circulent sur une excellente préparation et un excellent niveau de Jonathan Klaus à l'entraînement, qui a été validé par son but contre le Luxembourg. Et à voir s'il peut se poser lui aussi en alternative crédible ou si c'est vraiment plutôt Moi, j'y crois pas du tout. Ouais, moi je pense que à la rigueur, Deschamps le mettra contre la Pologne, ça c'est sûr. Peut-être qu'il le testera contre l'Autriche, mais jamais de la vie il le met contre les Pays-Bas. J'y crois pas non plus. Je pense que Koundé part avec une longueur d'avance, d'autant plus que de l'autre côté, il y a Théo Hernandez et que le système est déjà très porté vers l'avant avec un Théo Hernandez. Donc je pense qu'il faudra réussir à compenser. D'ailleurs, Koundé a le profil parfait pour avoir un profil un petit peu, une animation un petit peu asymétrique comme ça. Alors il a le profil, mais est-ce qu'on l'a vu faire bien? Pour l'instant, pas tellement quoi. C'est vrai que pour l'instant, en équipe de France, il n'a pas forcément marqué par des grandes performances, mais je rejoins Valentin. Parlez mieux de Koundé parce qu'il excite les fachos et moi ça Oui, m'excite alors, les fachos. bravo pour son style vestimentaire qui est absolument incroyable, bravo pour tous ses engagements. Maintenant, malheureusement, en équipe de France et avec le Barça, je pense que même lui constatera qu'il ne joue pas un poste qui est réellement le sien. Donc ça l'aiderait bien qu'à un moment les coachs le considèrent comme un défenseur central. Mais en tout cas, je confirme, je suis complètement en adéquation avec vous sur ce côté asymétrique où les courses de Théo Hernandez peuvent être palliées par le replacement, le profil plutôt défensif de Koundé. Et on espère que Théo Hernandez, pour le coup, sera à son plein niveau physique
parce que c'est aussi de par ces courses qu'arriveront beaucoup le danger, et notamment sur ce couloir gauche où il risque de jouer avec Mbappé et où la menace sera probablement très présente. Et puisqu'on parlait des courses de Théo Hernandez, évidemment, au-delà des aspects tactiques et mentaux, même si on a l'habitude avec Deschamps sur des groupes, l'aspect physique sera évidemment un des points les plus primordiaux pour cette équipe de France. Pardon. On avait vu une équipe de France sur le mondial au Qatar en 2022 perdre beaucoup de joueurs pendant la préparation et pendant la compétition. Espérons que ça ne soit pas le cas. Et justement, Alex, tu t'es entretenu avec Simon Bellamy sur cette question de la préparation et de la forme physique des joueurs, et notamment de la potentielle méforme avant d'arriver en préparation à l'aube d'une grande compétition. Ouais, Simon Bellamy qui est kiné du sport et qui exerce en cabinet, mais qui suit aussi énormément de sportifs, dont des footballeurs, et qui les accompagne tout au long de la saison. Et je vous propose d'écouter cette petite interview qui est très intéressante. Peut-être on peut se définir ce que c'est une prépa physique, parce que tu vois, nous moi dans l'imaginaire, pour moi la prépa physique c'est remise à niveau, c'est on va courir beaucoup, c'est on va monter des marches, c'est on va tu vois, on va préparer le corps à D'accord. l'effort, quoi. Ok. Donc en fait, quand tu appelles prépa physique, tu considères en fait c'est que tu repars de zéro. Un peu, ouais. En fait, bah là déjà ils repartent pas de zéro, parce que sinon il faudrait une prépa physique complète qui est entre 6 et 8 semaines. En gros, globalement, c'est ce que les clubs font. Bah là, ce que les clubs vont faire là, quand les mecs vont rentrer de vacances, on va considérer qu'ils ont coupé pendant 2 à 3 semaines. Donc après, ceux qui sont entre guillemets les plus professionnels ou les plus intelligents, ben ils n'auront pas coupé pendant 3 semaines. Je suppose que les préparateurs physiques de tous les clubs laissent des devoirs de vacances aux joueurs, même s'il faut qu'ils décompressent un peu. Mais en fait, il faut savoir que si pendant 3 jours tu fais rien, tu perds déjà 25% de tes capacités. Et si en 10 jours tu fais rien, ben t'as plus qu'à recommencer à zéro. C'est pour ça que les mecs qui sont blessés, tu prends l'exemple de Pay, je crois qu'il a été un des mecs qui a le plus choqué les réseaux sociaux. Le mec, il a tout de suite fait, enfin, dès qu'il pouvait faire du vélo, il a fait du vélo, dès qu'il a pu courir, il a couru, il s'est jamais arrêté. Enfin, je pense que 2 jours après son opération, il était déjà en train de faire du ski erg, ou du rameur avec juste les bras, ou du vélo à bras avec juste les bras, tu vois, pour pas perdre sa condition, et pour que dès que son genou lui permette il soit déjà prêt physiquement. Donc en fait, la prépa physique, c'est juste, qu'est-ce que tu fais au jour le jour pour faire en sorte que ton corps soit prêt aux efforts que ton sport va te demander. Donc en fait, la prépa, elle est là tout le temps. Mais quand on va dire, quand le grand public dit la prépa, on s'imagine que c'est un camp pendant 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, tu fais que courir, que courir, que courir. Ouais, tu Mais sais, en c'est fait, l'image ouais. les yeux dans les bleus avec Jacquet qui emmène tout le monde courir dans la forêt. Tu Ouais, sais, c'est alors l'image qu'on a, quoi. après, est-ce qu'ils font ça toute la journée? Je pense pas. Je pense Ouais. qu'aujourd'hui, il y a des gens un peu plus intelligents que ça. Oui, on parle de 1998, hein, ça Oui, date. oui, mais il y a des choses qu'on faisait en 98 qui étaient très bien, mais qu'on fait toujours, je suppose, aujourd'hui. En fait, le truc, c'est que la prépa physique, faut se dire un truc, c'est tu peux pas voir la chose dans la généralité. C'est chacun des joueurs déjà a sa propre qualité, a ses propres exigences au poste. Donc en fait, la prépa, elle sera forcément individualisée. Et aujourd'hui, tu as de la data, enfin, ils savent tout, les mecs. Donc en fait, la première chose qu'ils vont faire là, qu'ils ont fait quand ils sont arrivés à Clairefontaine, ils ont fait un bilan à la fois physique, à la fois des blessures, des antécédents de blessures. Enfin, j'espère que c'est fait quand même au jour le jour, en relation avec les staffs des clubs et le staff de l'équipe de France. Mais en gros, ils arrivent, ils font un bilan du joueur. C'est est-ce qu'il a eu telle ou telle blessure, quel gène il a eu dans l'année, parce que ça on le sait pas, mais il y a pas un joueur ou un sportif qui se lève pas le matin avec des douleurs, donc Ouais. donc ils ont tout le temps des douleurs, donc tu vois à peu près combien de matchs il a joué dans l'année, comment physiquement il se sent. Après, tu récupères ces datas, tu vois, est-ce que ces sprints, bah, ils ont été un peu moins élevés, est-ce qu'il a mis plus de temps à récupérer? Donc en fait, tu vas faire un bilan et tu vas avoir en gros une image de ton joueur. Tu as l'image de ton joueur, après tu as aussi une image psychologique qu'il faut avoir, c'est de savoir est-ce qu'il est... Dans quelles conditions mentales il est Ouais, avant la voilà, compète, quoi, c'est ça? ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que là, il est prêt à partir à la guerre ou pas? Est-ce Mmh. qu'il faut lui laisser un peu plus de repos? Donc, mettre un peu moins de volume et un peu moins d'intensité au début, mais toujours lui en donner, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, si pendant 3 4 jours tu bosses pas, déjà t'en perds énorme. Mmh. Donc en fait, si tu vas t'adapter à ça, après, il va y avoir un travail de groupe qui va être global, tu vois, mais quand tu me parlais des courses
des courses dans les bois avec Aimé Jacquet, ouais, après on peut considérer que c'est de l'endurance fondamentale, ils vont courir pendant 45 minutes, 1 heure, tout ça, mais quand tu arrives sur une fin de saison où tous les organismes ils sont fatigués, ils doivent avoir mal aux chevilles, mal aux genoux, mal au truc, je pense qu'on a d'autres moyens de le faire. Alors après, il n'y a pas de bon, moi je juge personne, il n'y a pas de bon et de bonne et de mauvaise prépa, mais c'est celle qui sera toujours la plus adaptée aux joueurs qu'au final, hein. Et c'est quoi alors l'objectif, on imagine, c'est d'être le plus en forme, le plus longtemps dans la compétition. Et ça, un peu, si tu pouvais nous expliquer un peu concrètement comment on fait, sans être trop dans la technique, hein, mais qu'est-ce qu'on va renforcer en premier lieu? C'est quoi les axes de travail les plus importants? Non, en fait, c'est compliqué parce que comme je te dis, déjà, de base, la première base, c'est de savoir donc chaque joueur a un poste, chaque poste a une spécificité, et même deux joueurs au même poste n'ont pas forcément la même spécificité. Tu prends des attaquants, tu prends Giroud et Mbappé par exemple, ils ont le même Ouais, poste, c'est pas la même ils ont pas la même machine, quoi. C'est pas le même ouais, c'est corps, pas la donc. même machine, voilà. Donc déjà, c'est dans quel état physique tu les récupères, dans quel état mental tu les récupères, est-ce qu'il y a des antécédents de blessures, est-ce qu'il y a des petites gênes ou pas, voilà. Après, ben, tu sais que, on va dire, Mbappé, je sais pas, il va faire 40 courses par match à haute intensité ou 20 courses par match à très haute intensité. Donc ton objectif, c'est que ce mec-là, il soit capable de faire ces 20 courses-là et que ces 20 courses, il puisse les répéter et récupérer vite, parce qu'on ne sait pas comment elles vont s'enchaîner. Tu vas prendre un Giroud qui, lui, va être quelqu'un qui va courir beaucoup plus lentement, entre guillemets, mais beaucoup plus longtemps, qui va peut-être se déplacer plus, qui va être dans le duel, donc il va falloir qu'il soit plus puissant, voir lui, il va jouer beaucoup de la tête, donc on va travailler aussi beaucoup sur sa pliométrie. Comme il est moins rapide, il va falloir que, je pense que son game changer, ça va être d'être très rapide sur son premier appui, donc on va le faire travailler l'explosivité, les départs. Voilà, en fait, c'est vraiment au cas par cas, en fait. Quand tu les vois courir tous ensemble, en fait, c'est presque un footing de cohésion, ou c'est de l'endurance fondamentale parce qu'en gros, on va les faire courir 45 minutes en disant, bon, allez vous promener, vous êtes à 125, entre 125 et 135 de battements par minute. Ça vous fait un peu d'endurance fondamentale, ça vous décrasse, mais en aucun cas, ça aura un impact direct sur leur performance sur le terrain, quoi. Ok, C'est bien de faire de l'endurance fondamentale, hein. Moi, je le conseille et c'est très bien. Pour moi, c'est des entraînements gratuits. Ça te permet de travailler plein de choses au niveau de la. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais ça permet de travailler plein de choses. Mais en aucun cas, celui qui court le plus de kilomètres en 45 minutes sera forcément le meilleur sur le terrain. Hmm. Voilà. Parce que c'est des sprints courts, c'est du déplacement latéral, c'est du déplacement dans la profondeur. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir avec courir autour d'un terrain, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Et justement, si on prend un exemple comme un N'Golo Kanté, tu vois, qui est parti en Arabie Saoudite, et on sait que c'est presque changé de sport, quoi, au niveau de l'intensité et tout ça. Est-ce que Ouais. même si lui, disons, imaginons que tu vois, il a suivi un programme d'entraînement personnalisé de ouf et il a toujours voulu rester affûté, est-ce que Ouais. le fait de jouer des matchs avec une intensité moindre, forcément ça impacte son niveau de performance, et comment une fois qu'il arrive en équipe de France, on est capable de le remettre sur pied pour essayer de retrouver du Kanté époque Ligue des Champions, tu vois. Après, pour moi, c'est surtout un facteur mental, tu vois. Ah ouais. C'est que N'Golo Kanté, pour moi, au niveau mental et au niveau engagement, on peut difficilement trouver mieux. Enfin, moi, des joueurs, c'est le genre de joueur qui me fait kiffer, quoi. De ce point de vue-là, c'est un mec qui lâche rien et tout. Donc, et comme c'est un mec qui a toujours eu la dalle et qui se donne sur le terrain, si tu sais, je vais te dire, hein, mon avis, tu peux te retrouver à mettre plus d'intensité en National 1 en Ligue 1. Tu prends Neymar, l'intensité, il en mettait pas un pet, hein. Et je suis sûr qu'il y a des joueurs qui jouent même en CFA qui mettent plus d'intensité et qui vont se retrouver à faire physiquement en tout cas, des matchs beaucoup plus aboutis que des mecs en Ligue 1. Hmm. Donc, tant que l'état d'esprit il est bon, il est là, que physiquement il a travaillé, et je pense qu'il l'a fait, parce que d'après ce que j'ai entendu, il a fait une super saison en Arabie Saoudite. Et il faut quand même te dire que c'est un joueur qui, en fait, qui va compenser toutes les erreurs de ses coéquipiers. Donc, en fait, peut-être qu'il en fait même 3 fois plus en Arabie Saoudite en ayant des joueurs moins talentueux autour de lui. Mais en fait, il faut arrêter de se dire que tu joues en Arabie Saoudite, le foot, c'est de la merde. Certes, l'intensité et la qualité footballistique, elle est peut-être moins importante tout le temps, mais si tu te donnes à 100% tout le temps, ben, tu joues au foot quand même, quoi. Et là, ils avaient quoi? Ils ont eu 3 semaines de stage.
En 3 semaines, tu peux commencer déjà à refaire des choses intéressantes Ouais, au, c'est au sûr. niveau physique. Et c'est pas forcément d'en faire plus, c'est Mm. surtout de faire de la bonne façon. C'est-à-dire que tu vas pas le fatiguer sur des. Tu vois, là, ils sont en fin de saison. Clairement, je pense pas qu'ils leur mettent des charges lourdes. Je pense qu'ils basent le travail sur l'explosivité. Ça veut dire des charges un peu moins lourdes, mais on va te demander de les bouger avec une énorme vitesse. Ça va être du travail d'explosivité, ça va être du travail de répétition sprint, du travail de changement de direction, du travail de pliométrie, toutes ces choses-là qui font sûrement que je suis sûr qu'ils font très bien avec le staff de l'équipe de France. Et gérer aussi le repos, et gérer la tête, et le mettre toujours dans des situations de confiance, parce que même s'il est pas bon et que tu lui dis c'est bien, enfin entre guillemets pas bon, même s'il est pas exceptionnel, et que tu lui dis c'est bien, continue, accroche-toi, bah ça sera toujours mieux que si tu lui mets la tête sous l'eau, et voilà. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même la tête qui fait avancer les jambes. Ouais, j'allais te demander justement, toi, dans la partie de ton travail, si tu devais mettre un pourcentage entre l'importance du mental et l'importance de la prépa, du travail pur et dur sur le muscle. Sur la prépa physique, ouais, bah, en gros, de toute façon, les deux sont indissociables. Mais si tu prends la même séance de physique que tu vas faire, que ce soit de la course ou en salle de muscu, si tu t'engages pas intellectuellement, enfin, là, il y aura moins de résultats. Mm. Clairement. Enfin, tu vois, comme je te disais, si tu arrives et que tu cours, tu marchottes sur le terrain, comparé à quand tu es là et que tu viens mettre de l'impact tout de suite et être concerné par la chose, il y aura moins d'impact si tu n'es pas concerné. Donc, c'est exactement la même chose sur la prépa physique. Je pense qu'un athlète faible physiquement, enfin, ou qui n'est pas à 100% physiquement, mais qui est un tueur à gages dans la tête, il y arrivera mieux que la situation inverse. Qu'un mec Mm. qui est complètement prêt physiquement, mais qui est une trompette, quoi, qui arrive pas. Enfin, un truc qui. Bah, on avait parlé, je sais que moi, on disait Thiago Silva, c'est le meilleur, nani nana, mais dès que ça devient dur, sa tête, elle tombe et il n'y arrive pas. Tu vois, Mm. il a beau être prêt physiquement, il a beau s'être entraîné, il a beau être truc, comme il n'a pas le mental et qu'il n'y arrive pas, bah, il se stresse et du coup, bah, c'est ce stress qui vient lui couper les jambes. Alors que, dans un sens, à l'inverse, tu as des joueurs qui ont moins de qualité, moins de talent peut-être, et qui sont toujours très forts mentalement et qui arrivent à combler en fait soit leur déficit technique, soit leur déficit physique par une intensité importante. Et la tête, c'est ce qui fait avancer les jambes. Et il y a des surprises dans le sport parce que parfois il y a des gens qui pensent qu'ils ont gagné avant de combattre et l'autre côté il a la dalle, il va le tuer. Donc voilà, c'est la tête qui fait avancer les jambes quoi qu'il arrive. Et merci beaucoup à Simon Bellamy. C'est vrai que c'est une première pour nous d'avoir un préparateur physique qui vient intervenir à l'aube d'une grande compétition comme ça. Et c'est un point très important parce qu'on se pose tous forcément ces questions avec une saison qui vient tout juste de se terminer, une préparation assez courte et sur le comment ces préparations se font. Et On a puis bien. le truc, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à le trouver parce que on n'en connaît pas dans nos vies perso, quoi. Ouais, c'est vrai. Si ça se voit un peu d'ailleurs. Quand on a fait les visuels pour l'Euro, là, ça se voyait un peu qu'il n'y avait pas trop de préparateurs physiques. Vous verrez à la Cité Fertile, on est plutôt porté sur le houblon que la préparation physique. On, C'est ça. on ne mentira à personne. Mais en tout cas, on essaye de bien parler de foot. Ça ne changera pas. Et Mais effectivement, un point très important. Et il y a un. Oui, Val, vas-y. ouais, juste pour compléter, parce que c'est vrai que on n'a pas réagi sur cette chronique, mais c'est vrai que la question de la forme physique va être hyper importante, d'autant plus que quasiment tous les joueurs de notre colonne vertébrale ont eu des périodes, soit ont eu des blessures, soit ont eu des périodes pendant longtemps sans jouer, soit sont pas dans une très grande forme. Je parle de Maignan, je parle de la charnière centrale, que ce soit avec Konaté ou Upamecano. Je parle du milieu de terrain avec Tchouaméni qui revient de blessure et N'Golo qui n'a pas joué de la saison. Et je parle aussi de l'aspect offensif avec la forme d'Mbappé en ce moment qui est pas terrible. Marcus Thuram a une fin de saison qui était assez calme aussi de son côté. Kolo Muani a une saison compliquée de manière générale en jouant peu. Le cas Kingsley Coman, évidemment, qui est Coman, l'éternel évidemment. blessé, qui revient lui aussi de blessure, alors qu'il pourrait être clairement une alternative, voire un titulaire en puissance. Donc effectivement, c'est un sujet, en tout cas très très intéressant d'avoir entendu Simon Bellamy pour démystifier un petit peu ce qu'on peut penser de ces préparations. C'est vrai qu'on avait un peu cette image d'Épinal des préparations, des footings dans la forêt de Clairefontaine et des stages en altitude à Tignes ou à Font-Romeu. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur cette question de la forme physique, mais si on va vraiment maintenant se projeter sur l'aspect sportif, on a fait le tour de la tactique, du mental, de l'équilibre de ce groupe et de cette forme physique.
On va rappeler les adversaires de cette équipe de France. Un groupe D qui s'annonce plutôt homogène, voire piégeux pour cette équipe de France, avec un premier match le lundi 17 juin à 21h face à l'Autriche, qui fait figure d'outsider parfait, qui ressemble un petit peu au Danemark, je trouve, de 2021. Avec une grosse ossature de joueurs très solides de Bundesliga qui se connaissent bien et qui ont accumulé les bons résultats depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Un deuxième match face aux Pays-Bas Et Ralf Rangnick. et l'Autriche évidemment de Ralf Rangnick, qui sera probablement bien plus intéressante tactiquement que l'équipe de France. Un deuxième match le vendredi 21 juin face aux Pays-Bas, Pays-Bas contre lequel la France s'était plutôt baladé en phase de poule, mais la dynamique actuelle des Pays-Bas est plutôt sympa. Et un dernier match face à la Pologne. L'ordre des matchs aura peut-être aussi son importance parce qu'affronter une Pologne qui pourrait être, alors on sait que beaucoup des meilleurs troisièmes sont Dégueulasse. dégueulasse, voire déjà éliminés, pourrait jouer bien évidemment. Après, attention aussi à ne pas se retrouver avec un seul point à l'issue des 2 premiers matchs et d'être sur un must-win face à la Pologne. Messieurs, sur ces 3 adversaires, comment vous voyez un petit peu l'équipe de France dans ce groupe D? Bah déjà, plus généralement, moi je voulais vous dire que je trouve que c'est la liste, enfin l'équipe qui arrive peut-être le moins bien sur les 3 dernières compétitions. Je veux dire par rapport à la sensation qu'on avait avant la Coupe du Monde au Qatar, avant le dernier Euro, avant la Coupe du Monde 2018, cette sensation de force physique et de puissance, je la ressens moins cette année. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui serait plus apte à une surprise après. J'ai envie de te dire, voir l'Autriche gagner le premier match contre la France, je demande quand même à payer. Enfin, je suis prêt à payer pour le voir parce que connaissant la frilosité de Deschamps, toute sa malice entre guillemets pour arriver à, tu sais, à avoir le rapport coût-bénéfice de chaque match, c'est-à-dire se dire quel risque je suis prêt à prendre pour ce que je peux en tirer derrière. Je pense que en plus avec cette histoire des meilleurs troisièmes, ce serait quand même une dinguerie de voir l'équipe de France s'arrêter en poule. Pays-Bas, bah évidemment, c'est une équipe très séduisante, mais qui est pas non plus une des plus grosses équipes de cet Euro. Donc moi, je vois plus le truc où on arrive avec 4 points avant le match contre la Pologne, tu vois, que la catastrophe nucléaire et la grosse désillusion, quoi. Ouais, bien sûr. Val? Écoute, tu l'as dit, hein, la 3e place est qualificative. Enfin, a de fortes chances d'être qualificative, d'autant plus que tu joues contre une Pologne qui... Bon, Robert Lewandowski est sorti sur blessure sur le dernier match, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, mais il y a quand même de fortes chances que cette équipe de Pologne soit pas très impressionnante. On les avait d'ailleurs battus à la Coupe du Monde l'année dernière. Sur le reste, moi je suis très curieux de voir cette équipe d'Autriche qui peut-être, alors je sais pas si c'est côté hype, hipster, etc., me fait peut-être un petit peu plus peur que cette équipe des Pays-Bas, dans l'animation, en tout cas dans le jeu. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour sortir des poules. Après, je regardais un petit peu les potentiels calendriers et je pense que c'est une nécessité de terminer premier, Ah, dans le sens où... Ah, t'es pas d'accord avec moi? non, vas-y, je te laisse dérouler. Dans le sens où, si on part du principe que le Portugal finira premier de sa poule, tu affrontes du coup la Turquie ou la Tchéquie en 8e de finale, ce La qui est... Géorgie, c'est non? ou la Géorgie peut-être, tout à fait. Retrouver Willy Sagnol, Non, il peut y avoir quelque chose, un truc Willy Sagnol, Ikotadze, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia. Georges Mikotadze pour son baroud d'honneur avant de signer à Lyon. Mais C'est vrai que ça vient d'un moment de toute façon. voilà, mais du coup, non, je pense que du coup, tu te présentes face à un 8e de finale qui est quand même plutôt facile, et en quart de finale, potentiellement la Belgique, si évidemment les logiques sont respectées, hein. Je pars c'est vraiment hypothétique. Mais une Belgique qui est aussi en phase de reconstruction, et sur le papier, aujourd'hui, l'équipe de France a peut-être plus de certitude que cette équipe belge. Donc je sais pas, ça ouvre quand même une partie de tableau un petit peu plus ouverte que si tu finis deuxième. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai bien compris, messieurs. Je pense qu'on est quand même tous les 3 d'accord pour dire que la France sortira et devrait sortir de ce groupe. Sinon, ça serait évidemment un échec immense. Probablement en première ou en deuxième place. En tout cas, on l'espère. Messieurs, d'une manière plus globale, jusqu'où vous voyez aller cette équipe de France et qu'est-ce qui serait un Euro réussi
pour ces Bleus. Bah, un euro réussi serait qu'on gagne. Ça paraît Ah très bon? logique, hein. En vrai, on est présenté comme 2 des 3 grands favoris. L'Allemagne arrive aussi en tant que favori, mais avec moins de certitude. L'Angleterre, on voit qu'il y a une équipe qui est très rajeunie, entre guillemets, avec des joueurs qui arrivent quand même à maturité. Je sais plus si on peut potentiellement rencontrer l'Angleterre avant la finale. Enfin, oui, on peut évidemment, ça dépend de qui Si on fait termine quoi. 3e, je crois qu'on peut affronter tout le monde de toute Oui, façon. c'est ça. Donc, Non, mais ça, c'est le bordel. Mais je sais pas si on est dans la même partie de tableau. Je veux dire, si l'Angleterre finit premier de sa poule et si la France finit premier de sa poule. Si c'est le cas, en vrai, à part être éliminé par l'Allemagne, l'Angleterre, voilà, il y a éventuellement le Portugal. Si tu te fais sortir par une de ces équipes, ce sera éventuellement compréhensible. Si c'est une autre équipe, ça va faire un petit peu tâche, je pense. Comme la Suisse avait fait tâche en 2021. ouais, exactement. Et voilà, à partir du moment où tu es en demi, en finale, tu ne peux qu'ambitionner d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, moi je pense qu'une victoire finale, c'est l'objectif qui doit évidemment être affiché par l'équipe de France. Et moi, je vais plus faire un souhait qu'un prono. Alors évidemment, tout le monde veut que la France gagne, hein, mais si on va au-delà de ça, j'aimerais bien que si on sort, ce soit un peu un truc qui permette de tourner la page Didier Deschamps. C'est-à-dire, en fait, ouais, bah oui, mais bon, je sais pas ce qu'il faut, quoi. Mais imagine, Ouais, je pense qu'il tu restera finis vraiment jusqu'en 3e, 2026 tu tapes et un qu'il laissera sa gros au place en premier 2026. Ça avait tour, déjà enfin, été un tu sujet vois, en 2022. en 8e. Je pense que là, il a Quelque sa chose place. qui Après, il y a fasse aussi des questions que, de en fait, on jeu de réfléchisse à pouvoir et et bon, en d'agents fait, au ça sein de la sert à rien, il fédération restera toute la vie, qui Deschamps. ont fait Faut s'y faire. que Deschamps a re-signé pour éviter de donner un petit peu plus de place à Zidane, notamment. Bref. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça dénonce, hein, ça dénonce. Ouais, ça dénonce. Après les globules rouges et le dopage à Tignes et à Oui, c'est Font-Romeu, vrai. on en est sur Et les sur fachos les aussi. affaires à la Nique Fédération les française fachos. de football. Oui, toujours. Alors ça, on le Toujours. répétera et je D'ailleurs, pense que ça s'il y sera en notre a, mantra pendant l'Euro. si puisque- vous avez, voilà, s'il y a des gens, je me permets de passer le message, s'il y a des gens qui ont voté extrême droite et qui nous écoutent aujourd'hui, barrez-vous. Enfin, cassez-vous d'ici. Genre vraiment, vous n'avez rien à foutre sur ce podcast. Il n'est pas fait pour vous. Messieurs, merci beaucoup pour cette preview. Je crois que c'est quelque chose qu'on va répéter et il faut que ça devienne notre mantra, mesdames et messieurs. On va avoir un Euro en plein été comme d'habitude, mais pendant une période législative probablement les plus importantes qu'on ait connues de notre vie. Donc on vous exhortera tous les soirs à aller voter pour ces législatives. Donc notez les dates de l'Euro, notez notre présence à la Cité Fertile, écoutez nos podcasts tous les matins et rendez-vous les 30 juin et les 7 juillet dans les urnes. Messieurs, c'était un plaisir de faire cette preview équipe de France. Partagez. Demain, début de l'Euro avec l'équipe d'Allemagne, la National Mannschaft qui commence la compétition à domicile. On espère évidemment un grand Euro de nos Bleus, un kiff de foot absolu, comme on l'a vu finalement un peu en 2021. Et attends, Flo, tu peux peut-être annoncer la petite conférence qu'on aura du coup demain à la Cité Fertile. Ouais, bien sûr, une conférence des 19h à la Cité Fertile, donc qui sera la première. Notez le rendez-vous parce que notamment sur la phase de poule, ça sera votre rendez-vous régulier, 19h Cité Fertile, que vous sachiez le sujet ou pas. Mais demain sera abordé le thème des liens entre la musique et le sport. Et avec Jean Morel de Grun, donc spécialisé évidemment média rap, qui viendra notamment vous nous parler des liens entre rappeurs et footballeurs et de l'appropriation de la culture, et notamment de la culture urbaine dans nos stades. Un sujet qui s'annonce passionnant. Donc notez le rendez-vous, 19h demain à la Cité Fertile et à peu près 19h tous les soirs. Et ce sera en live sur nos chaînes Twitch et YouTube. Exactement, en live sur nos chaînes Twitch, YouTube. Vous pourrez également retrouver tout ça en podcast. Mais on espère vous voir très nombreux, siroter quelques bières, le tout dans le cadre très agréable de Pantin à la Cité Fertile. Messieurs, bon début d'Euro. On se retrouve demain à la Cité Fertile. On a hâte. Et on vous souhaite une bonne nuit pour les plus impatients. Finissez votre album Panini pour les plus jeunes et à très vite.